Au milieu du XXe siècle, les bords de la mer Morte sont le théâtre d'une découverte spectaculaire. On découvre dans une grotte, enfermée dans des jarres, les plus anciens manuscrits bibliques à ce jour. Un peu plus tard, on trouve 2 rouleaux de cuivre contenant la liste de trésors enfouis. Commence alors un véritable travail d'investigation scientifique. Quels secrets se cachent derrière ces découvertes? Ont-elles un lien avec le site de Qumran qu'auraient habité les Esséniens? Jésus y a-t-il vécu? De récents travaux ont débouché sur des thèses fantastiques concernant le site et ses habitants. Comme souvent, une légende est à l'origine de cette fabuleuse découverte. Tout commence en 1947, par une chaude matinée de printemps. Des Bédouins conduisent leurs troupeaux sur les falaises de la rive ouest de la mer Morte. Pour Mohamed Eddib, à droite sur la photo, c'est un jour de chance. Alors qu'il poursuit une chèvre égarée, il jette une pierre dans une grotte. Une poterie se brise, découvrant des paquets de tissu d'un blanc sale. Mohamed emporte sa mystérieuse trouvaille pour la montrer à ses compagnons. Les hommes paraissent déçus de ne trouver sous la toile fétide que des rouleaux de cuir sombre et collés. Qu'est-ce que cela peut bien être? Les Bédouins n'ont jamais vu ce genre de choses et ne savent pas quoi en faire. Ils montrent le mystérieux paquet à leurs frères de tribu dans la tente voisine. Mais eux non plus ne se doutent pas qu'ils tiennent entre les mains un véritable trésor, bien plus précieux et important que l'or ou l'argent. À la première occasion, les Bédouins emportent l'objet avec eux à Bethléem. Ils le remettent à Khalil Iskander, un marchand rusé, cordonnier de son état surnommé Kando. Il s'y entend pour confectionner des sandales à partir de vieux morceaux de cuir et monnayer n'importe quelle marchandise, surtout les antiquités. À la vue des rouleaux noircis et friables recouverts de caractères bizarres, Kando, un chrétien syrien qui a lu la Bible, flaire une bonne affaire. Il les achète 5 $. Les vieux manuscrits, il le sait, peuvent rapporter une coquette somme. Il charge son ouvrier de les remettre à un homme à Jérusalem, malgré la prohibition du marché noir d'antiquités. Dans les années 1990, Kando se rappelle avoir essayé de vendre les parchemins en secret. Il s'adressera finalement à l'évêque syrien de Jérusalem. Le métropolite Samuel se porte acquéreur des pièces et demande à en voir d'autres. À partir de là, l'affaire prend de l'ampleur. D'autres documents sont bientôt exhumés des grottes, notamment des centaines de fragments, souvent emballés dans des boîtes de cigares. En novembre 1947, les Britanniques ont divisé la ville sainte en 2 zones. En pleine période de troubles politiques liés à la fondation de l'État d'Israël, 2 manuscrits atterrissent, malgré les barbelés, dans le secteur juif de Jérusalem. L'archéologue Eliezer Sukenik a un heureux pressentiment. Dès la première expertise, il est certain qu'il a devant lui des originaux bibliques vieux de 2000 ans. Au même moment, des chercheurs américains déchiffrent les textes achetés par l'évêque Samuel.
John Trevor identifie l'un des parchemins comme la plus ancienne copie du livre d'Isaïe. Son célèbre confrère, William Albright, le félicite chaleureusement de sa découverte. Pour lui, l'authenticité des documents ne fait aucun doute. Ainsi, l'évêque Samuel est en possession d'un trésor. Les manuscrits de la mer Morte datent de l'époque de Jésus. Mais sitôt l'euphorie passée, se pose la question de savoir en quoi leur contenu éclaire les origines du christianisme. L'évêque met son trésor en vente aux États-Unis. Il demande $1 million pour le grand rouleau d'Isaïe. Sa longueur de 7,34 m laisse perplexe tous ceux qui le voient, et il ne parviendra pas à le vendre. Quelques années plus tard, il passe une annonce dans le Wall Street Journal. À vendre, 4 rouleaux bibliques, cadeau idéal pour collèges ou institutions religieuses. L'archéologue israélien Yigael Yadin entend parler de l'annonce. Il réussit à acquérir les plus vieux vestiges de la religion juive et les rapporte dans son pays au nez des services secrets arabes. Printemps 1949. La région de la mer Morte fait désormais partie de la Jordanie. Une équipe composée de chercheurs de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem et du département des antiquités jordanien se rend aux grottes. Mais ils ne sont pas seuls. Kando, le cordonnier, a monté sa propre expédition de fouilles. Universitaires et contrebandiers bédouins se livrent une concurrence féroce autour d'un butin convoité. Les scientifiques recherchent systématiquement d'autres grottes et d'autres manuscrits. La poussière et la puanteur des déjections de chauves-souris sont telles qu'ils sont obligés de porter un masque. Ils arrivent toujours trop tard. Les Bédouins ont déjà vidé les lieux et revendent leurs trouvailles une fortune. Dans les années qui suivent, ils découvrent dans un rayon d'1,5 km de la première grotte 10 autres grottes renfermant des dizaines de milliers de fragments. Dans la seule grotte numéro 4, ils trouvent des fragments provenant de plus de 600 manuscrits. Qui les a apportés ici et pourquoi? Certaines grottes se trouvent dans les environs de Qumran. Les Esséniens, une secte religieuse de l'époque de Jésus, ont-ils vécu ici? Ont-ils rédigé les textes avant de les cacher dans les grottes? Pilotée par le père dominicain Roland Deveau, une équipe internationale du musée Rockefeller de Jérusalem se met au travail en 1953. Il faut classer et déchiffrer des milliers de fragments de textes. Avec plus de 80 000 fragments, dont la plupart sont à peine plus gros qu'un timbre, les chercheurs s'attellent au plus grand puzzle du monde, et la plupart atteindront leurs limites personnelles. Le théologien protestant John Strugnell se convertira au catholicisme. L'abbé Joseph Milik abandonnera son ministère pour se marier. Épuisé, John Allegro deviendra partisan de l'ésotérisme. Juin 1956, annonce sensationnelle. On a réussi à ouvrir les 2 rouleaux de cuivre et à en lire le contenu. Les gros titres de la presse internationale parlent d'un fabuleux trésor sur la mer Morte. Des experts ont découpé la mince feuille de cuivre et l'ont restaurée à grands frais. Une liste rédigée en hébreu fait état d'immenses richesses situées à 64 endroits. Mais la partition du pays rend toute chasse au trésor impossible pour les Israéliens. « 11 ans ont passé. Durant la guerre des 6 jours, les troupes israéliennes prennent d'assaut le musée Rockefeller à Jérusalem-Est et tous les objets trouvés sur la mer Morte qu'il contient. La forme des jarres provenant des grottes inspire l'architecture du sanctuaire du livre, un bâtiment du musée d'Israël qui abrite les précieuses découvertes de la mer Morte.
La plupart des textes rédigés en hébreu sont des copies de l'Ancien Testament. À quoi viennent s'ajouter des prières, des commentaires de passages de la Bible, des visions de l'Apocalypse et les règles d'une communauté religieuse, le Yahad. Alors que la publication des textes trouvés dans les 11 grottes se fait attendre, les spéculations les plus folles circulent. Y a-t-il eu une intervention du Vatican? Censure-t-il un contenu explosif? Les chercheurs ont-ils découvert des choses qui auraient dû rester secrètes? Ont-ils cédé à la crainte de Dieu? Autant de questions que le père de Vaux ne se pose pas encore à l'époque. En 1951, l'archéologue commence seulement à fouiller le désert rocailleux de la mer Salée. Plus précisément, les ruines de Qumran, jusque-là inexplorées, situées sur un haut plateau non loin des grottes des grands manuscrits. C'est ici qu'une secte religieuse très stricte se serait installée. À l'ouest de la mer Morte habitent les Esséniens, écrit déjà Pline l'Ancien au milieu du 1er siècle de notre ère. Un peuple solitaire et singulier qui vit sans femme, sans argent, avec pour seule compagnie ses palmiers. Les Esséniens ont-ils vécu à Qumran? Au cours de 5 campagnes, De Vaux et son équipe ont mis au jour les vestiges d'imposants bâtiments. L'abbé est convaincu d'avoir sous les yeux la cité décrite par Pline. Qumran se situe à l'ouest de la mer Morte et toujours selon l'historien romain, se trouve au sud de celle-ci, l'oasis En-Gedi. De Vaux y voit les ruines d'un monastère de la communauté essénienne. Le site focalise toute l'attention du public. D'innombrables théories alimentent une violente querelle d'érudits qui perdure jusqu'à nos jours. Qui a rédigé les écrits? Qui vivait à Qumran? Quel rôle jouait la cité? C'est un endroit exceptionnel, car c'est le seul monastère qui existait au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est le premier monastère en Occident. Si je me fie à ce qu'on a écrit sur les Esséniens depuis 40, 50 ans, alors les gens que j'ai trouvés ne sont certainement pas des Esséniens. Mais s'ils le sont, alors la description qu'on en a faite n'est pas tout à fait juste. Alors c'est la porte ouverte à toutes les interprétations et je pense que chacun y met peut-être beaucoup trop de soi-même pour être objectif. Chacun voit midi à sa porte à Qumran et de là vient la difficulté. Un peu plus gros qui ont été trouvés à l'école biblique française de Jérusalem, l'archéologue Jean-Baptiste Imbert a pris le relais du père Roland De Vaux. Et puis je peux donc vous montrer une jarre un peu plus complète. Ça, ce sont des jarres à manuscrits. Plusieurs exemplaires de cette jarre caractéristique de l'époque ont été retrouvés et dans les ruines et dans les grottes, ce qui démontrerait une corrélation entre les deux endroits. En 1971, De Vaux meurt subitement, laissant derrière lui une immense quantité de matériel dans des cartons mal étiquetés. Il n'a pas pu publier le résultat définitif de ses fouilles. Imbert tente de faire le point sur ses archives. De Vaux tenait un journal de fouilles quotidien très détaillé. Y figuraient même les feuilles de paie des ouvriers avec l'empreinte du pouce en guise de reçu. Sa méthode est celle utilisée à l'époque, mais n'en demeure pas moins imprécise. De nombreuses données ont été égarées, d'autres n'ont même pas été consignées. Les petites découvertes ont été négligées. L'archéologue a pu identifier 3 vagues de peuplement à Qumran, dont la première remonte à l'âge de fer. Mais il ne définit pas clairement les couches géologiques et ne peut donc pas classer le matériel correspondant. Bien qu'il soit incapable de prouver que les Esséniens ont bel et bien vécu à Qumran, sa théorie est désormais largement admise par la communauté scientifique. Mais que sait-on au juste sur les Esséniens? La secte religieuse fait son apparition en 150 avant Jésus-Christ, puis retombe dans le néant après la conquête romaine en 68 après Jésus-Christ. À l'époque de Jésus, les Esséniens forment l'un des plus importants partis religieux de la région.
Leurs 400 membres sont dispersés à travers toute la Judée, mais surtout à Jérusalem. La fondation de la secte est très certainement liée à la conjoncture politique de cette période. Jérusalem en 160 avant Jésus-Christ. Au centre de la ville se dresse le majestueux temple de Yahvé, cœur du judaïsme. Les conquérants séleucides soumettent le pays de force, imposent la culture grecque et profanent le lieu sacré. Les cérémonies du culte et des sacrifices, la circoncision et le sabbat sont punis de la peine de mort. Désormais, Zeus sera le dieu suprême. C'est une atteinte au judaïsme sans précédent. Jérusalem s'adapte. L'architecture grandiose de l'ancien quartier des prêtres est l'aveu que les serviteurs du temple font partie de l'élite et qu'ils ont adopté le mode de vie helléniste. Des mosaïques colorées d'inspiration grecque et de spacieuses réserves témoignent du luxe dans lequel vivent les religieux. Seul le mikvé, le bain rituel, indique que des Juifs vivent ici. Ainsi que la menorah, le chandelier à 7 branches, l'un des principaux symboles de leur foi. Aux yeux des Juifs orthodoxes, la Jérusalem grecque est totalement souillée. Mais le pire reste à venir. En l'an 152 avant Jésus-Christ, un drame se produit. Jonathan, de la tribu des Maccabées, usurpe la fonction de grand prêtre, contraignant son prédécesseur à l'exil. Celui-ci est-il le mystérieux maître de la justice, mentionné dans les textes retrouvés dans les grottes? Les Esséniens sont-ils ceux qui l'ont suivi dans le désert? Les rouleaux mentionnent les fils de la lumière qui veulent restaurer l'autorité de Yahvé. La région vers laquelle il se dirige a sinistre réputation. Les historiens de l'Antiquité relatent des histoires macabres sur les sels délétères et les miasmes sulfureux de la mer Morte. Selon Pline et Strabon, ces bords sont des endroits maléfiques où aucune vie n'est possible. C'est ici que Dieu aurait englouti, sous une pluie de cendres, les villes de Sodome et Gomorrhe. Les Esséniens se sont-ils installés sur le vaste plateau près des eaux mortes? Ce lieu est-il devenu la capitale de la Réforme? Qumran n'est-elle qu'une propriété romaine ou une base militaire? Toujours est-il qu'au début de l'ère chrétienne, entre 30 et 120 hommes y vivent. Une tour immense, de hautes murailles. Derrière, un bâtiment principal et plusieurs annexes, mais surtout des installations hydrauliques. Un réseau de canalisation alimente plusieurs bassins de différentes tailles, en partie couverts d'un toit. On accède à certains bassins en descendant des marches. La plupart des scientifiques identifient ces installations avec des bains juifs. L'escalier scindé en deux rappelle la tradition juive qui sépare, pendant le culte, les purs des impurs. Mais ce n'est pas une preuve de la présence des Esséniens. Le rôle des autres bassins, d'une capacité d'environ 1000 mètres cubes, demeure obscur. La ville est traversée par un réseau de canaux et d'aqueducs. Faute de documents, les chercheurs sont incapables de dire à quelle époque ils appartiennent ou d'en définir la date de construction. L'eau provient des montagnes de l'ouest, où les précipitations sont régulières. Elle est acheminée via un aqueduc sur 800 mètres à travers la roche. Une savante construction hydraulique en plein centre d'un paysage rocailleux et aride. À Qumran, il n'y a pas de source. Mais à Ain Feshra, une oasis située à 3 km de là, l'eau douce jaillit du sol. Pour la majorité des scientifiques, cet îlot de verdure dans la plaine est un avant-poste agricole de Qumran.
De Vaux y avait déjà exhumé des murs de fondation, ainsi que des pièces d'habitation et des magasins pour entreposer les récoltes. Plusieurs bassins assez vastes étaient également visibles, mais le père n'a pas su déterminer leur fonction. C'est un sujet controversé. Si on affirme que des Esséniens ont vécu ici, on peut aussi se demander pourquoi ils ont construit cette cité. Ma théorie est que l'ensemble du site, y compris celui de Ain Feshra, a servi à fabriquer les manuscrits. Le théologien pense que certains des grands bassins de Qumran servaient au finissage du parchemin, tandis que les pots étaient dégrossis à Ain Feshra. D'autres bâtiments seraient aussi dédiés à la fabrication des rouleaux. La partie tout en longueur serait l'atelier dans lequel les parchemins étaient découpés. Juste à côté se trouverait l'imposante bibliothèque avec une antichambre et un banc circulaire. Le vestibule était, à mon avis, la salle de lecture de la bibliothèque. On considère souvent cette pièce comme une simple salle de réunion, où les gens s'asseyaient contre le mur. Mais derrière, on voit une porte avec un guichet. Et derrière ce guichet se trouve une espèce de table qui, depuis, s'est en partie effritée. Le bibliothécaire étalait les manuscrits sur la table à l'endroit souhaité, puis les remettait en main propre au lecteur à travers le guichet. La bibliothèque essénienne de Stegeman est un élément important de la thèse classique concernant Qumran, même si les bibliothèques de cette époque étaient bien plus modestes et ne comportaient ni table ni guichet. Un escalier le long du mur extérieur conduit à l'étage supérieur du bâtiment, qui aurait abrité la salle d'écriture de la communauté. Dans la littérature spécialisée, ces objets trouvés à Qumran sont mentionnés sous le nom de table des Esséniens et de banc des Esséniens. Il est un fait que la largeur de la table correspond à la hauteur de la plupart des manuscrits. Le professeur de Göttingen se représente très concrètement le quotidien à Qumran. Les textes étaient dictés. Les religieux écrivaient à ces tables durant des heures. Comme ils pensaient que la fin du monde était imminente, ils considéraient que leur principale mission était d'étudier la Bible et de la recopier. Les copies, selon le professeur Stegman, étaient en priorité destinées aux communautés esséniennes du pays. La rédaction des manuscrits a mobilisé plus de 100 copistes avec des écritures différentes. Certains passages ont été revus et complétés ultérieurement afin de corriger les erreurs d'audition. Des encriers et des lampes à huile, découvertes par De Vaux il y a 50 ans, apportent la preuve de la frénésie d'écriture des Esséniens à Qumran. Des objets du quotidien confirment que les habitants de Qumran menaient une vie frugale, adaptée aux conditions du désert. Des coupes en céramique sobre, des brocs en pierre, des peignes en bois et un instrument spécial déjà mentionné par le chroniqueur Flavius Joseph, une houe essénienne qui servait aux hommes à enterrer leurs besoins dans le désert. D'après la règle de la communauté, dont le texte a été retrouvé dans la grotte 1, le Yahad partage tous ses biens et ignore la propriété privée. Tous ses membres pratiquent l'agriculture et l'élevage et récoltent les maigres fruits de la terre salée, notamment les dattes. Les repas sont pris en commun. L'un des membres préside la tablée et dit le Bénédicité. À la place du calendrier lunaire utilisé dans le judaïsme, ils adoptent le calendrier solaire, plus précis. On a retrouvé un disque en calcaire gravé qui pourrait être un cadran solaire. Les chercheurs ont aussi découvert, notamment dans les grottes, des accessoires du culte comme des lanières de prière et des petites boîtes contenant des versets des Saintes Écritures que les fidèles portaient sur le front.
Que le Yahad et les Esséniens ne fassent qu'un reste à prouver, car on ignore comment se nommaient les réformateurs. Le nom grec d'Essénoi leur a été attribué par des historiens de l'Antiquité, comme Flavius Joseph. L'extrême dévotion de la communauté se reflète à travers les 10 bains rituels réunis sur une surface de seulement un demi-hectare. C'étaient des bains d'assez grande taille. Ils formaient une communauté très pieuse, très stricte, très soudée. Ils partageaient tout. À l'époque, c'était exceptionnel. Celui qui entre dans la communauté fait le serment de ne jamais dévoiler ses connaissances ésotériques. La pureté est le commandement suprême. La pureté à tout point de vue. L'eau vivante alimente le bain rituel. Les hommes se purifient avant chaque prière et chaque office. La règle de la communauté dit « On ne peut devenir pur à moins de renoncer à sa méchanceté ». Sa devise est « Justice et crainte de Dieu ». Il est tout à fait évident que nous avons affaire à une secte, à des gens qui se considèrent comme la véritable Israël, qui sont en rupture avec le judaïsme officiel et qui attendent leur salut. Leur discours sur la non-violence et l'amour du prochain rappelle le sermon sur la montagne. Pas étonnant que Jésus soit toujours ramené aux habitants de Qumran. Les membres de la secte observent la nature, lisent l'avenir dans le tonnerre et les éclairs et se préparent à la fin du monde. Manifestement, les rouleaux de parchemin trouvés dans les grottes, les chroniques des historiens et les fouilles du Père de Vaux se complètent parfaitement. Toutes ces sources prétendent en effet que les Esséniens ont vécu à Qumran et rédigé des textes sacrés qu'ils ont cachés dans les grottes. Mais de plus en plus d'archéologues ont du mal à faire la relation entre les habitants de Qumran, les Esséniens et les manuscrits des grottes. Ils plaident pour de nouvelles fouilles et un traitement plus objectif des découvertes faites jusqu'à présent, qui intègrent notamment le contexte régional. Autrement dit, à quoi ressemblait la région de la mer Morte il y a plus de 2000 ans? Qumran était-elle vraiment un monastère au beau milieu du désert? L'importance d'une cité est aussi fonction du potentiel économique de la région et des voies de communication. D'où venaient les contacts? D'où provenait la culture matérielle? À l'heure actuelle, il n'y a pas de réponse satisfaisante à ces questions. Mais il faut se les poser. Et cela ouvre des perspectives de recherche tout à fait nouvelles, qui tiennent moins compte des textes, mais davantage de la région dans laquelle cette cité est née. Ce n'est qu'en étudiant la région alentour et l'infrastructure présente que l'on pourra faire des recoupements pertinents avec le rôle et les habitants de Qumran. Providence, Rhode Island, novembre 2002. À l'université Brown se tient la première conférence purement archéologique sur Qumran. La presse américaine consacre sa une à l'événement et se fait l'écho des débats houleux concernant la question suivante. Qui a réellement fabriqué et caché les manuscrits de la mer Morte? Une fois de plus, la magie de Qumran, son rôle et ses habitants ne recueillent aucun consensus parmi les chercheurs. Ce qui n'est guère étonnant dans une affaire où l'archéologie et la théologie, la science et les croyances se côtoient intimement et rendent tout dialogue difficile. Les manuscrits et Qumran étaient jusqu'à présent considérés comme indissociables. Les spécialistes veulent désormais étudier les découvertes archéologiques indépendamment des manuscrits. Tous les rouleaux, sans exception, ont été trouvés dans les grottes. Aucun à Qumran. En outre, le nom arabe de la ville, Rirbet Qumran, n'est cité nulle part dans les manuscrits.
Il n'y a donc aucune raison de la mettre en parallèle avec les manuscrits. Qumran est un endroit unique. Nous sommes en possession de 900 rouleaux. Nous avons un site archéologique parfaitement préservé. Je trouve stupide de vouloir comprendre Qumran sans étudier les rouleaux. Il faut tout prendre en compte. Il faut remettre Qumran à sa place. L'intérêt de la polémique est de critiquer les anciens modèles, de les renier si nécessaire, puis de repartir de l'avant. Tous les questionnements sont utiles. Mais les nouvelles données dont nous disposons nous forcent à aborder toute la problématique sous un nouvel angle. Et c'est passionnant de voir ce qu'il sortira de cette nouvelle interprétation. Pour les archéologues qui planchent sur l'histoire de la cité de la mer Morte, le modèle des Esséniens de Qumran est depuis longtemps périmé. Ils remettent notamment en question la prétendue situation exclusive du lieu. Ils demandent des comparaisons avec d'autres sites des environs. Le professeur israélien Isar Hirschfeld est sur une piste, à quelques kilomètres seulement de Qumran. Quelle était autrefois l'importance économique de la région de la mer Morte, le point le moins élevé de la planète? Il y a 2000 ans, son niveau d'eau était supérieur d'environ 2 mètres à celui d'aujourd'hui. Là-dessus, les chercheurs sont unanimes. Le professeur Hirschfeld cherche à démontrer que cette contrée était jadis très fréquentée et qu'elle n'avait rien d'inhospitalier comme l'ont affirmé les écrivains de l'Antiquité. Elle était aussi riche, à en croire ses vieilles pièces de monnaie. Pour l'universitaire, ce trésor témoigne sans le moindre doute d'un commerce dans l'Antiquité. Une ancre d'un côté, un gouvernail de l'autre. À l'évidence, ces pièces datent du règne d'Alexandre Janet, un siècle avant Jésus-Christ. C'était alors un moyen de paiement courant, y compris pour les habitants de Qumran. La mer Morte n'était peut-être pas si morte que cela. Son sel était déjà une marchandise très exportée. Au nord d'En-Gedi, Hirschfeld découvre une petite cité. Contrairement à ses confrères, il pense que les Esséniens ont autrefois habité ici, au pied des falaises. Il s'appuie sur les écrits de Pline. L'endroit s'appelle Infra Os En-Gada. Infra peut vouloir dire sud ou au-dessous. Hirschfeld traduit « Au-dessous de la cité des Esséniens se trouve En-Gedi ». Il est vrai qu'il aperçoit l'oasis depuis le site de fouille. Les hauteurs d'En-Gedi abritaient-elles un autre centre essénien, ou le vrai? Est-ce qu'on y venait seulement pour travailler? Toujours est-il que les mystérieux bassins ne sont plus considérés comme des bains rituels. Que les Esséniens aient vécu à cet endroit reste hypothétique. Les preuves archéologiques manquent. La seule certitude est que le site était habité. Par qui? Personne ne le sait. Le théologien Jürgen Zangenberg tente de répertorier les ruines de Qumran indépendamment des textes. À la lueur des derniers travaux, il apparaît clairement que la cité ne renferme rien de typiquement essénien. Même la cuisine et la salle commune ne sont pas une preuve convaincante de la présence de la secte religieuse. Nous sommes incapables d'identifier les Esséniens d'après des éléments précis de leur culture matérielle. À cette époque, la culture matérielle du judaïsme n'était pas spécifique à un groupe. Autrement dit, nous ne pouvons pas déduire la présence d'un groupe donné à partir de certaines découvertes bien déterminées. Les jarres contenant les rouleaux n'ont jamais constitué une preuve de la présence essénienne, quand bien même ils auraient été fabriqués dans la cité et cuits dans ses fours. Pour le docteur Zangenberg, il y avait à Qumran 2 manufactures distinctes. Peut-être une forge, mais en tout cas un atelier de céramique avec des fours et des bassins de sédimentation pour récolter l'argile. Ce genre de four est encore utilisé au Proche-Orient pour faire cuire des écuelles et des cruches comme il y a 2000 ans. Dans cet atelier de potier moderne sur la rive est de la mer Morte, on utilise encore les bassins pour obtenir une matière première aussi pure que possible.
L'argile est foulée en souplesse, selon un procédé millénaire qui réclame patience et endurance. La forme des poteries n'a guère changé. Même à l'ère du réfrigérateur, les jarres servent à conserver les olives et autres denrées alimentaires. Les experts affirment que les jarres de Qumran étaient très communes à l'époque. Seule leur fonction est originale, un asile sûr pour les manuscrits fragiles. Les céramiques trouvées à Qumran ne furent pas toutes confectionnées sur place. Certains tessons portent la marque de fabrique des Nabatéens, les légendaires marchands d'encens de la rive est de la mer Morte. Vu sa situation stratégique et sa tour immense, Qumran était certainement un petit centre économique avec des échanges commerciaux très importants. À une dizaine de kilomètres au sud, les archéologues ont dégagé du sable le port de l'antiquité Mazine, aujourd'hui sur la terre ferme. La jetée sur laquelle accostaient les navires est bien conservée. Les chercheurs datent l'ouvrage du 1er siècle avant Jésus-Christ, l'âge d'or de Qumran. Là encore, une tour gigantesque avec vue sur la berge est un repère visible de loin. À seulement 2 kilomètres de Mazine se trouvent les ruines d'Aïn et-Tourab. Comme de juste, les archéologues y ont découvert les vestiges d'une tour ressemblant à une forteresse. Les similitudes des trois sites en termes de situation et d'architecture confirment que Qumran n'était ni isolé ni exceptionnel. C'était une région très peuplée. On sait que la Grande Mer Salée accueillait dans l'Antiquité un important trafic maritime. Le sol en mosaïque d'une église de Madaba, en Jordanie, représente la plus vieille carte de Palestine du monde. Elle montre le Jourdain et la mer Morte, sur laquelle naviguent 2 bateaux. Ainsi que Kaliroé, autrefois célèbre station thermale. Flavius Joseph mentionne la venue dans cette ville d'un hôte prestigieux sur sa barque d'apparat, le roi Hérode en personne. Le roi, très malade, cherchait à apaiser ses souffrances. Il souffrait d'ulcères et de dyspnée et espérait des sources chaudes des bords de la mer Morte, une guérison totale. Une équipe allemande a découvert à Kaliroé un vaste site portuaire, mais n'a pas encore défini la vocation des différents corps de bâtiments. Il y avait peut-être au bord de l'eau un somptueux déambulatoire avec un toit soutenu par des colonnes. De sa villégiature, Hérode pouvait contempler le plateau rocheux sur lequel s'élevait Qumran. Il employait peut-être dans sa résidence d'été à Kaliroé des oniromanciens esséniens. Flavius Joseph note que le souverain appréciait leurs dons. Les sources minérales de Kaliroé étaient très prisées des écrivains de l'Antiquité, ce qui ne les empêchait pas d'inventer des histoires macabres sur la mer Salée. Ils étaient sans cesse à l'affût de sujets sensationnels pour divertir un public par ailleurs dorloté. L'oasis de Kaliroé était ravitaillée par la forteresse d'Hérode, Machaerus, située à quelques kilomètres plus à l'intérieur des terres. Cette forteresse impressionnante fut le théâtre d'un meurtre sordide. C'est là que la belle Salomé dansa pour le roi Hérode et qu'elle obtint en récompense la tête de Saint Jean-Baptiste. Celui-ci serait enterré dans la cité d'en face, à Qumran, mais on n'en a aucune preuve tangible. Le cimetière de Qumran. Ces tombes sont délimitées par des alignements de pierres. Les premiers chercheurs y ont vu un site typiquement essénien, sans comparaison avec d'autres nécropoles de la même époque.
Jürgen Zangenberg, qui a choisi de ne plus se référer aux manuscrits, remet en cause la thèse classique. Les habitants de Qumran n'avaient pas de rite funéraire particulier et enterraient leurs morts dans des tombes individuelles, la plupart orientées nord-sud, comme à Jéricho, entre autres. Des textes retrouvés à Qumran, il ressort que pour la communauté, le paradis était au nord. Comme les premiers chercheurs ont identifié le Yahad avec les Esséniens, ils ont vu dans le cimetière un héritage de ce peuple. Ce qui compte, ce n'est pas tant l'orientation de la tombe que celle du corps du défunt. On constate certes qu'une majorité regarde vers le nord, mais qu'environ 30% regardent vers le sud. Il est donc impossible d'en tirer une règle et d'établir des comparaisons avec les textes. Je pense que l'orientation des tombes découle d'une gestion optimale de l'espace disponible et qu'elle n'a pas de fondement religieux particulier. La pénurie d'espace explique aussi pourquoi les rangées de pierres en bordure de la nécropole exposée au nord sont orientées à l'est. La découverte de squelettes de femmes va aussi à l'encontre de la thèse en faveur des Esséniens. Car les fils de la lumière étaient censés vivre comme des moines, sans famille. Les assertions selon lesquelles les tombes des femmes dateraient d'une période plus récente sont contestées par plusieurs experts. En l'absence d'investigations plus poussées, il faut se contenter d'établir des comparaisons. Comme la nécropole de Khirbet Kazon, dans l'actuelle Jordanie, une dernière demeure nabatéenne. Les tombeaux abritaient des sépultures individuelles, orientées au nord, comme à Qumran. Université d'Eichstätt, février 2003. Ici repose un trésor inestimable. Un legs de Roland Deveau, encore emballé dans son carton original de 1958. « 23 fragments de squelettes issus de la première grande campagne de fouilles sur le plateau. Une collection unique. » L'anthropologue allemand Olaf Röhrer-Hertel en a hérité de son prédécesseur Gottfried Kurt. Il a rassemblé des crânes et des ossements il y a déjà plusieurs années. La collection comprend des hommes, des femmes et des enfants, y compris un jeune garçon de 8 ans, le seul squelette complet. Les analyses d'ADN n'ont rien donné de probant. Mais le chercheur est convaincu que les ossements trouvés à Qumran datent du début de notre ère. C'est une certitude. Tous les inventaires de tombes que j'ai examinés datent de l'époque de Qumran. On le voit à la coloration et à la consistance, car le sel les a tous très abîmés. Tellement abîmés qu'on ne peut même plus prélever ni collagène ni acides aminés pour faire une datation au carbone 14. En d'autres termes, tous les squelettes que j'ai examinés datent obligatoirement de l'époque de Qumran. Des crânes d'hommes, de femmes et d'enfants. Cela tend à contredire la thèse d'une communauté de célibataires. Certaines dents sont en bon état, avec une surface lisse. D'autres, en revanche, présentent un clivage très net, ce qui indique un régime à base de céréales. Le chercheur en conclut que les habitants de Qumran mangeaient une nourriture variée. Seuls les notables consommaient des céréales. Autrement dit, vivait ici une société très hiérarchisée. Ces crânes correspondent à un type robuste, très répandu dans la vallée du Jourdain depuis le Mésolithique. On le retrouve ultérieurement à partir de l'âge de bronze dans la région de Petra, au sud de la mer Morte. Mais pas dans la plaine littorale, ni à Jérusalem. Dire que les habitants de Qumran, qui par la suite ont enterré leurs morts ici, sont originaires de Jérusalem est erroné.
Les squelettes que nous avons sont ceux d'habitants de la vallée du Jourdain. J'en conclus qu'ils viennent aussi de là. Mais pourquoi ces hommes ont-ils quitté la fertile vallée du Jourdain pour s'installer sur les bords de la mer Morte à Qumran? La réponse à cette question se trouve à Masada, la spectaculaire forteresse d'Hérode située non loin de là. L'imposante forteresse, avec ses terrasses et ses palais spacieux, était autrefois réputée inexpugnable. Après la conquête de Jérusalem par les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ, les zélateurs juifs se réfugient derrière les murs de la forteresse où 3 années durant, ils résistent à l'assaut ennemi. Les souverains du Tibre ne doivent leur victoire qu'à une rampe gigantesque. Celle-ci est construite par des prisonniers de guerre avec des pierres, de la terre et des troncs d'arbres. Les Romains n'ont pas dû aller chercher le bois très loin, ils devaient pousser à proximité. Nous savons désormais qu'il y a 2000 ans, Masada était environnée de verdure. La région qui s'étend du nord de Jéricho jusqu'à la pointe sud de la mer Morte était l'une des zones de culture les plus productives de Palestine. Ce n'est pas un hasard si la belle Cléopâtre se fait offrir par son fiancé Marc-Antoine l'oasis de Jéricho. La reine d'Égypte met non seulement la main sur les importantes cultures de dattier, particulièrement lucratives, mais aussi sur une essence très précieuse qui, à l'époque, pousse dans la région, le balsamier. Il a depuis longtemps disparu à l'état sauvage et n'est plus cultivé que sous serre. Le bois de balsamier, à l'époque de Qumran, est une marchandise très prisée. Sa résine sert de matière première en médecine et en cosmétique pour les parfums et les encens. La mer Morte offre aussi des gisements d'asphalte naturel, très rares. Les Égyptiens de l'Antiquité s'en servaient pour la momification de leurs défunts. L'asphalte est par ailleurs utilisé pour le calfatage des navires, ainsi que pour ses propriétés thérapeutiques comme fortifiant. Une source de profit assurée. De nombreux documents attestent de l'importance économique de la région. Partout où l'eau douce affleure, s'épanouissent dattiers et autres produits des champs. Non loin de l'oasis En-Gedi, l'archéologue Yigael Yadin trouve un vieux panier contenant des objets de l'an 132 après Jésus-Christ. Parmi ces objets, un miroir à main ouvrant, mais surtout une liasse de papyrus. Des pièces d'une valeur scientifique inestimable qui appartiennent à une femme du nom de Babta ou Babata. Elle possède des terres immenses sur la rive sud de la mer Morte. À l'approche des Romains, Babata s'enfuit. Contrainte d'abandonner ses plantations de dattiers qui lui assuraient un revenu confortable, l'intelligente femme d'affaires ne réussit à sauver que quelques objets de valeur personnelle, mais surtout ses documents. Un groupe pluridisciplinaire d'experts a établi que toute la région à partir de Jéricho jouissait d'une grande influence économique. Tout autour de Qumran, sur les bords de la mer Morte, le commerce est intense et lucratif. L'infrastructure permet d'exporter des marchandises par terre et par mer. L'existence de 9 ports et mouillages a été archéologiquement prouvée. Les habitants du plateau entre 150 avant Jésus-Christ et 68 après Jésus-Christ vivent dans une contrée fertile et non dans un désert comme aujourd'hui. Qumran n'est donc plus un monastère isolé, mais un centre de commerce animé. La bibliothèque essénienne devient un magasin pour entreposer dattes et autres produits agricoles.
À la table des Esséniens s'assoient non plus des religieux, mais des exploitants agricoles qui règlent les salaires et les ventes. Dans les salles, des scribes appliqués écrivent non plus des textes bibliques, mais des listes de produits et des additions. À la place de rouleaux sacrés, des ouvriers rangent dans des jarres des dates séchées. Si on fait abstraction des manuscrits, vit ici une population juive tout à fait ordinaire. Y compris peut-être des Esséniens, comme partout en Judée à cette époque. Chaque cité possède ses bains rituels, mais la majorité des bassins sont alloués à une autre fonction. À la place des parchemins, les habitants confectionnent du vin de date ou des parfums coûteux au bois de balsamier pour la société de Jérusalem. Contrairement à ce que laissent supposer les montagnes escarpées, Qumran n'est pas une cité isolée. Cette cité est tout sauf isolée. C'était le centre d'un grand domaine d'État chargé de mettre en valeur les richesses de la région, à savoir les dattiers, le bois de balsamier, l'asphalte et le sel. Ce n'est pas un lieu pour une secte apocalyptique qui s'est aliénée du reste du monde. L'origine des manuscrits demeure obscure. Ils pourraient provenir de la bibliothèque du Temple de Jérusalem. Après la conquête romaine, les Juifs ont peut-être emporté les textes sacrés sur la mer Morte, dont les grottes constituent, de mémoire d'homme, des cachettes sûres. Jésus n'a jamais vécu à Qumran. Les scientifiques sont unanimes sur ce point. Quelle que soit la communauté qui ait placé les manuscrits dans les jarres, ceux-ci restent les témoins les plus anciens et les plus précieux de la religion juive. Mais un secret perdure depuis maintenant 2000 ans. Qui composait le Yahad et qui étaient les fils de la lumière? Un mystère qui reste à élucider.